Savez-vous planter Windows à la mode de Bilou ? À la mode, savez-vous planter Windows à la mode de Bilou? Ah, je savais qu'on allait te lancer dans cette fameuse aventure de planter Windows. Ah oui. C'est un classique. Bonjour Emmanuel, bonjour Medbel, bonjour Doudou, bonjour Flo. Salut Cécile. Bonjour Hello. tout le monde. Salut tout le monde. Et bonjour les auditeurs, bienvenue dans Underscore, l'émission qui vous dit tout sur l'émission numérique. Aujourd'hui, nous allons parler de Windows, c'est ça ? Pas que. On va parler rétro. Du BSOD. Non, On va parler vieux ordinateurs encore. Encore ? Et oui, une chronique de Rodoudou nous attend. Mais avant, un peu d'actu ? Qu'est-ce qu'on a l'actu? Allez Flo, on t'écoute. KeePass XC certifié par l'ANSSI, le gestionnaire de mots de passe open source et multiplateforme KeePass XC, donc en version 2.7.9, vient de recevoir sa certification CSPN, c'est-à-dire la certification de sécurité de premier niveau, qui est délivrée par l'ANSSI. Par ailleurs, s'ils ont annoncé récemment vouloir utiliser de l'IA, toutes les lignes de code seront revues par une personne humaine et aucune fonctionnalité IA sera ajoutée dans le logiciel. Nous voilà rassurés. Bien. Libre à vous, primé. L'émission Libre à vous, diffusée sur la radio Cause Commune, a reçu le prix spécial des jurys des acteurs du libre. Bravo. Bravo l'April. Bravo. Bah, c'est à toi. Et c'est encore à moi. Et Le oui, bien CNRS s'émancipe du Web of Science. À partir du 1er janvier 2026, le CNRS coupera l'accès à l'une des plus importantes bases bibliométriques commerciales, le Web of Science de Clarivate Analytics, ainsi que les Core Collection et Journal Citation Reports. Dès à présent, les chercheurs et chercheuses du CNRS sont invités à se tourner vers des bases ouvertes comme OpenAlex. Et attention, un nouveau champion du Microsoft Excel World Championships. Crunch. Ça se mange. Oui, voilà, ça c'est croustillant comme nouvelle. Hein. Ouais. Le championnat du monde Excel à Las Vegas a vu son triple champion détrôné par l'Américain Diarmuid Early avec 300 points d'avance. Au passage, AKD publie une petite historique des tableurs de Lampard à nos jours. Ah, une rétrospective. Et Flo, on t'écoute pour la suite. IPv6 à 30 ans. Eh ben, on dirait pas. Hein. Et Let's Encrypt à 10 ans, qui se rappelle encore qu'il fallait les acheter, les certificats SSL. Oui, enfin, il y en a qui les achètent toujours. Hein. Oui, et Jola, alors Jola revient avec un nouveau smartphone sous Selfish OS nommé Do It Together. Le financement participatif est un succès avec près de 6000 précommandes. Il propose des fonctions intéressantes, dont un bouton physique configurable pour couper par exemple la caméra et le micro. Par contre, on cherche le jack audio. Jack, il est parti. Jack Sparrow. Bah oui, c'est par où l'audio? L'éducation nationale fait du cloud et offre 100 gigas de stockage à 1,2 million d'agents sans les GAFAM et dans ses propres data centers avec Nextcloud. On espère que cette option sera adoptée avec le plus de monde possible. C'est inimaginable cette nouvelle. Bah ça nous change, ouais. Ça Mais change oui. des fails. Ah oui, ça change Là, de ça, mail. on attend la semaine prochaine. Oui, parce qu'on démarra l'année avec de Ouais. nouvelles choses. Oui. Eh bien, c'est tout pour l'actualité. Eh bien, je vous invite les auditeurs à écouter une chiptune. On se retrouve après avec Rodoudou qui nous mettra dans l'ambiance de l'ancien monde du PC. À tout de suite.
Il s'agissait de la musique qui a illustré la démo Gateway de Trauma, donc Nitro, qui est le musicien qui a fait cette première musique. Et après le sujet, on écoutera la deuxième partie de cette démo parce que oui, elle est super longue, elle fait plus de 6 minutes avec 2 musiques. Cette musique a illustré une démo qui a terminé première à l'Assemblée 98. C'était une démo partie énorme à l'époque. Elle a été avec 100% de rendu logiciel. Donc voilà, pour la petite anecdote. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube ou sur notre blog underscore.radio.fm pour retrouver le lien. Si vous êtes sur Radio Méga, bonjour, ou bien sur Westrack ou sur Radio Cactus. Amis auditeurs, vous êtes sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur l'univers numérique. Et puis là, en l'occurrence, c'est au tour de Roudoudou de parler de Pentium, c'est ça ? Oui, c'est la période Pentium MMX et cartes 3D. Alors, je vous parlais précédemment de l'arrivée des cartes 3D et de leurs avantages indéniables sur la puissance du PC. En fait, j'étais, je pense, complètement à côté de la plaque, au moins pour quelques années. Parce que le premier effet secondaire a été quelque part la mort des démos. Donc là, on écoutait la musique de Gateways, qui était une démo 100% logicielle et qui n'utilisait pas les cartes 3D. Et c'est vraiment une des dernières démos à l'ancienne, avec beaucoup de qualité. Il y avait déjà beaucoup de 3D dans les démos récentes, mais là, c'était carrément la disparition des effets 2D. Et la 3D n'était pas si ouf que ça. C'est-à-dire que oui, c'était fluide, oui, c'était propre, mais les compétences du codeur devenaient annexes. En fait, pousser des polygones sur une carte 3D ne présente pas de difficulté particulière. Il aurait fallu inventer autre chose et les codeurs n'étaient pas encore prêts. Donc les démos avaient achevé une autre mue, devenir des supports pour graphistes et musiciens. Et il y avait du travail, il y avait du boulot. C'est un peu comme quand on est passé à la télévision en haute définition, on s'apercevait que les présentateurs n'étaient pas si bien maquillés que ça, qu'il y avait des soucis de peau, on voyait les défauts du décor. Donc voilà, il fallait se mettre à bosser autre chose. Voilà. Donc trop de définition, tu as la résolution. Allez les graphistes, on y va. Dans le jeu vidéo, c'était pas tellement mieux. Visuellement, j'entends, on avait encore du fun, on s'amusait bien, mais... à part le jeu Unreal qui était super beau, les autres jeux affichaient des textures lisses, des univers très peu détaillés. Et ça a duré plusieurs années tout ça, de Moto Racer à Midtown Madness. Oui, vous vous souvenez de les premières versions de Tomb Raider, elle avait juste les cheveux qui étaient ramassés en chignon. C'est plus facile à faire. Donc la fin des années 90, c'est tristounette. Non seulement les jeux ne sont pas beaux, mais côté réseau, c'est toujours pas ça, sauf quelques ténors chez Epic ou Interplay. Donc personnellement, je trouve un peu de réconfort dans des jeux de rallye bien réalisés, comme la série des Colin McRae. En fait, cette période me désespère tellement que je m'éloigne du monde PC et j'en profite pour participer à plein de meetings Amstrad avec la poignée de résistants de la machine. Donc les années 2000 allaient vraiment être une période creuse pour moi, le temps que les machines prennent de la puissance et aussi que ces fameuses cartes 3D mûrissent, à savoir devenir ce qu'elles sont aujourd'hui, gérer de bout en bout la 3D. Alors, je caricature un peu évidemment, il y a eu quelques beaux jeux du temps de la 3DFX, Need for Speed 3 par exemple était superbe. Ah mais fallait avoir quand même le PC qui tient la route derrière. Et j'ai pas eu tous les jeux à l'époque, il y a des jeux que j'ai ratés, donc ça j'en parlerai peut-être dans une autre chronique, puisque dernièrement je me suis fait un revival de ces jeux-là, de ceux que j'avais ratés et j'ai trouvé quelques pépites. Voilà. Mais à l'époque, globalement, ça m'avait tellement repoussé que j'avais carrément cessé d'utiliser un ordinateur chez moi. On commençait à avoir Internet au travail, ce qui suffisait à lire ses mails et à se tenir au courant de 2-3 news. J'avais dû aussi me séparer à contre-cœur de ma Gravis Ultrasound avec Windows 98. Ah, ça devait être dommage, oui. La loose. Pour faute de pilote logiciel raté. Je m'étais rabattu sur une Sound Blaster Live, soi-disant une super carte sur le papier. En vrai, une nouvelle déception. Il y avait du souffle sur la sortie audio. J'entendais que ça sur mes enceintes. Franchement, ça a été vraiment les pires années pour moi, ces années-là. Mauvais soft, mauvais matériel. Oui, parce que mauvais matériel, il y a aussi le début calamiteux des écrans plats. Les écrans plats, ils sont plats, ils sont légers, ils sont chers. Alors la qualité d'image, au secours, des couleurs ternes, résolution unique. Franchement, c'était vraiment pas ouf. T'as oublié la luminosité ? Ouais, non, mais c'est... Et les pixels nazes. Voilà, donc il y a une évolution qui est un peu... Enfin, elle est pas un peu, c'est une évolution qui est complètement forcée avec quelque chose qui est moins bien. Des fois, souvent on dit c'était mieux avant, alors que c'est pas le cas, mais là, c'était vraiment pas mieux. Mais c'est le progrès. Marre de ces jeux tout nuls, marre de cette carte son, marre de ces écrans.
je regarde un peu ce qui se fait de nouveau et je vois Guillemot qui sort la Fortissimo 2 avec des entrées et sorties optiques. Déjà, c'était une carte son française, hein, ma bonne dame. Même breton. C'est pas mal ça. Et je me dis qu'avec un ampli adapté, je pourrais utiliser éventuellement la sortie optique et retrouver un vrai son dénué de souffle, propre, clair. En fait, j'aurais même pas besoin d'utiliser la sortie optique, les sorties analogiques étant déjà de bonne facture. Je monte alors un lecteur DVD, puis j'achète une licence Power DVD ainsi qu'une télécommande dédiée à ce logiciel. Et je vais me commander mon petit PC de l'espace pour lire des DVD comme au cinéma. Donc j'avais à l'époque 2 enceintes énormes et un bel ampli. Je craquerais pour un ampli supplémentaire et 2 colonnes afin d'avoir une installation 4.0 dans mon salon. Du 4.0, ça veut dire qu'on a des enceintes autour de soi. Alors, on en a 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Et le point 0 signifie que j'avais pas de caisson de basse, ce qui, dans mon cas, n'était pas très grave. Enfin, si. Oui, ça faisait du grave. Les 4 enceintes que j'avais pouvaient déjà envoyer du grave, donc c'était pas grave. L'intérêt du PC est fabuleux. Les logiciels sont aussi cryptiques que puissants. Comprendre qu'on peut vraiment tout faire avec. Et ça, c'est la force du logiciel sur le hardware. Il peut évoluer à l'infini. Donc mon PC est capable de décoder les bandes son multicanaux des DVD et redistribuer sur les 4 enceintes. La piste centrale et celle du caisson de basse sont mélangées sur les enceintes avant. Autre avantage du PC, le lecteur DVD est facilement dézoné. Je sais, on pouvait le faire aussi sur certains lecteurs de salon. Je suis désolé. Donc j'achèterai quelques DVD en import obscur, dont le fameux Ongback qui buzzait alors sur l'internet. Franchement, ça servait à rien de zoner les DVD, ils étaient déjà zonés par leur contenu. Donc le DVD Ongback ne possède aucune langue en alphabet latin. Je clique au pif pour lancer le film. C'est des caractères que j'ai jamais vus de ma vie. Inutile d'espérer des sous-titres en anglais. Je crois que j'avais trouvé du flamand par contre, la blague. Le fils de la voisine passait de temps en temps avec des DVD du vidéoclub. On se matait les séquences d'action plein pot parce que je m'étais acheté au bout d'un moment un vrai gros caisson de basse de la taille d'un lave-linge. Ça devait trembler chez toi. Ah, je faisais trembler tout l'immeuble. Hein. C'était le haut-parleur du caisson, il faisait 38 cm. Et il me laissait son DVD 15 minutes, le temps que je le copie sur mon disque dur. Oui, un DVD se copiait en à peine plus de 10 minutes. C'est du numérique et du coup, on peut le lire aussi vite qu'on veut, sans erreur. Alors évidemment, en 10 minutes, on avait le contenu brut du DVD. Si on voulait en faire une version CD, comme ça a été donc la mode à cette époque, il fallait le compresser en DivX, ce qui prenait sur ma modeste machine pas loin de 24 heures avec des bons réglages. Peu importe, le DVD était rendu au vidéoclub, le gamin repassait le lendemain pour avoir sa copie, probablement qu'il devait la passer au pote ensuite. Bon, moi j'avais le film à l'œil, tout le monde était content, échange de bons procédés. Oh, le pirate! Mais non, c'est les tontons d'Amérique. Bah, je piratais pas, moi je me contentais de lui faire sa copie de sauvegarde. Pour pouvoir regarder les films, oui, et donc je faisais ça pour pouvoir regarder les films sur ma télévision, qui était donc bien plus grande qu'un écran de PC, bien plus qualitative, alors au moins en termes de couleur et de luminosité, et forcément ma télé cathodique n'avait pas la résolution d'un écran PC, par contre en termes de couleur, ça n'avait rien à voir, quoi. Et donc j'avais opté pour une carte graphique All-in-Wonder de chez ATI, et cette carte graphique disposait d'une sortie vidéo pour la télévision, et aussi d'un tuner télé pour... pirate pour décoder les émissions cryptées. Le Nagravision, procédé utilisé sur le câble, se contentait d'envoyer les lignes vidéo dans le désordre. Et la puce des décodeurs avec abonnement savait ce qu'il fallait faire pour réorganiser l'image à tous les coups. La puissance du PC allait servir à deviner comment réorganiser ces lignes. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffisait de comparer les lignes entre elles et de faire un calcul rapide pour voir si ces lignes se ressemblaient. On appelle ça une corrélation. Une fois le score entre chaque ligne établi, en fait, on triait nos lignes pour qu'elles soient ordonnées avec le moins de différence possible et on retrouvait l'image d'origine. Ça fonctionnait plutôt bien, sauf sur des grandes images uniformes type tennis ou terrain de foot. Alors le foot, je sais que le foot est encore très piraté aujourd'hui. Mais bon, moi je regardais pas le foot, ni même la télévision. C'était juste histoire de vous parler de cette carte fabuleuse. Moi je regardais plus du tout la télévision, je voulais juste avoir un écran super grand pour regarder des films. Ouais.
La puissance des ordinateurs grandissant, ils consommaient aussi plus d'électricité. J'ai dû arrêter de me servir de ma première alimentation. Oui, celle du 486. Ah bah ouais. Elle tenait vraiment plus le choc. Je crois qu'elle faisait 100... Enfin, elle était donnée pour 115 watts. Elle devait faire un peu plus parce que c'était une vraie alim à l'époque. Il trichait pas. Mais tout ce petit monde était passablement bruyant à mon goût. En particulier quand on veut regarder un film. Le bruit de soufflerie du PC, non merci. Il fallait réagir. J'arpente alors les forums de home cinéphiles, des tonnes de Russes circulaient. Me voilà parti pour un magasin de bricolage à acheter du rouleau acoustique et direction les boutiques chinoises à Paris pour m'acheter des ventilateurs silencieux dont les noms des meilleures marques circulaient. Parmi les bangers du moment, il y avait Noise Blocker et Enermax. Certains de ces ventilateurs fonctionnent encore sur ma tour actuelle, 25 ans plus tard. Le bateau de Thésée, encore et toujours, je vous en parlais il y a 2 chroniques. Et je radote aussi quand je vous dis qu'on découvre toujours de nouvelles choses avec le PC. J'allais devenir spécialiste en isolation acoustique. Je tapissais mon boîtier aux endroits stratégiques. Le flux d'air était revu avec des chicanes acoustiques. Un panneau était posé sur le mur du fond pour éviter les rebonds. Et pour couronner le tout, je posais un grand panneau devant le PC lorsque je visionnais des films. Mais t'aurais pas pu mettre ton PC dans une autre pièce ? Alors, ça, c'est ce que j'aurais pu faire, oui, si j'avais un appartement plus grand, éventuellement. Et puis, il faut rallonger les câbles aussi. Aussi. Je n'avais de toute façon besoin que d'une souris ou de ma télécommande. Cette All-in-Wonder, donc la fameuse carte graphique, me servira aussi à numériser d'anciennes vidéos VHS de meeting Amstrad. On a souvent tendance à penser certaines choses comme pérennes, alors que tout ce qui a trait à la technologie est en fait d'une durée de vie extrêmement limitée dans le temps. J'avais sauvegardé aussi une partie de ma CD-Tech en fichier VQF, parce que pourquoi pas. Je trouvais le VQF sympa au moment où je m'en suis servi, c'était un format initié par Yamaha. En tout cas, il était meilleur que le MP3 à l'époque. Heureusement, j'avais gardé mes CD audio dans un coin car le pilote a fini par ne plus être supporté non plus. Concernant les vidéos, il fallait installer sur son ordinateur les pilotes nécessaires à la lecture de chaque type vidéo. Pire, Apple avait la fâcheuse tendance à rendre incompatibles toutes leurs versions de codec. Oh, oui, c'est vrai. Codec pour compresseur-décompresseur. Alors, je viens de vérifier, FFmpeg, apparemment, il supporte le VQF. Juste pour info. Ah bah alors là, c'est une surprise parce que je sais que VQF, Demuxer, je vois ça. VLC en tout cas, non. Donc 50 pilotes pour Apple, un pilote pour le MP4, plusieurs pilotes pour les DivX. Il existait des super packs de codecs pour installer des centaines de pilotes. Tout ceci allait heureusement disparaître avec l'apparition de VLC, mais je prends un peu d'avance. Et puis alors, avec FFmpeg, on prend encore plus d'avance. Parce que VLC ne sort qu'en 2009 et, en tout cas, lui, n'intégrera jamais le VQF. Reprenons. Les données périment, le temps passe, mes machines évoluent. J'ai toujours une tripotée d'outils que j'utilisais depuis mon 486. C'est planqué quelque part sur mes disques durs, je fais des copies toujours en double, en triple. Je ne m'en sers presque jamais, ce sont des outils périmés qui étaient utiles du temps de MS-DOS. Mais j'ai toujours conservé ces fichiers dans un coin. Ils ont traversé les années sur des CD que je gardais en cas de réinstallation de machine, puis aussi sur des disques durs internes, externes, un peu comme on garde ses vieux jouets. Eh bien, figurez-vous que ces outils finissent par resservir un jour. Avec la mode du rétro gaming, différentes possibilités d'émulation vu le jour pour jouer aux vieux jeux MS-DOS. Il y a DOSBox, il y a aussi 86Box et même VirtualBox. Et qui est content de pouvoir réutiliser ces vieux outils sur émulation ? C'est toi ? C'est Bibi, car aujourd'hui, il est très difficile de les retrouver. Beaucoup ne sont plus supportés, certaines sociétés n'existent plus, leurs sites web sont morts. Les copies de ces sites qu'on peut parfois consulter sur webarchive.org ne contiennent pas les fichiers à télécharger. Blague à part sur les vieilleries, on commence à voir apparaître des soucis d'obsolescence qui n'existaient pas. Tant que Windows était une interface graphique par-dessus MS-DOS, en fait, donc là je parle des Windows 80 jusqu'à 98. En fait, le PC fonctionnait toujours avec MS-DOS. Windows ME aussi. Mine de rien, ça fait une sacrée durée de vie pour un OS. Sa durée de vie est même exceptionnelle. Du début des années 80 au début des années 2000, on a 20 ans de compatibilité à 100%. Ça n'existe plus aujourd'hui. Difficile. Alors, par contre, Linux, on peut recompiler. Alors, Linux, au niveau du noyau en tout cas, ils font en sorte de toujours garder la compatibilité très longtemps. avec l'user. Donc très longtemps. Normalement, on peut encore lancer des vieux binaires. Mais c'est vrai que les bibliothèques, par contre, c'est plus compliqué. Ouais.
Donc j'utilise... je me suis perdu dans la ligne. Donc cette compatibilité s'arrête avec Windows XP. Je suis perdu, attends. Oui, le fonctionnaire... Ouais, donc sa durée de vie est exceptionnelle, du début des années 80 au début des années 2000. 20 ans de compatibilité à 100%, et cette compatibilité s'arrête avec Windows XP qui est enfin, pourrait-on dire, un véritable système d'exploitation. C'est aussi la mort pour tous ceux qui avaient du matériel robuste et utile. Reste bien sûr la possibilité de continuer à utiliser Windows 98. Pour combien de temps encore et avec quel risque pour la sécurité ? L'Internet est devenu une grosse machine à faire circuler les virus. Non, c'est vrai ? Mais, Sortez couverts. alors, je me rappelle d'une statistique qui était sortie, c'était... à quelques années près, hein, mais 95 sort, on se branche sur Internet et on met à peu près 1 heure à se faire pirater ou hacker à distance si le PC n'est pas à jour. Et 2 ans plus tard, en fait, il suffit de se brancher en moins de 10 secondes. En fait, il y a tellement de robots qui scannent partout qu'on se fait attaquer en permanence. Voilà, donc il devient impensable de connecter son ordinateur à l'Internet sans avoir appliqué à Windows 98 un certain nombre de patchs. Il n'est pas vieux Windows 98, mais c'est une vraie passoire à virus. On peut se faire hacker l'ordinateur en quelques secondes. La prochaine évolution de machine que j'aurai utilisera Windows XP. J'ai pas trop le choix. Linux, Windows, j'utilise encore trop Photoshop et il n'existe hélas aucune alternative libre, crédible ou utilisable. MMU peut tousser, il sait qu'en 2025, c'est toujours vrai. Et je dis C'est pas ça, vrai, non. et je dis ça, j'en ai essayé du GIMP, du Darktable, désolé, même un vieux Ouais. Photoshop, ça fait mieux. Tu as essayé Krita ? Ah non. J'utilise donc Windows XP pendant quelques années. Ça tombe bien, je fais alors énormément de photographies pour mon site d'exploration urbaine. J'ai pas besoin de grand chose, Photoshop, des disques durs en grappe. Concernant le home cinéma, j'ai changé mon fusil d'épaule. Mon nouvel appartement est tout petit, alors ça sera vidéoprojecteur et un véritable ampli HC. La vitesse de connexion à l'internet fait un bond en avant. Fini les modems et bonjour la DSL. Mon récent déménagement m'a rapproché du DSLAM, la grosse multiprise qui fait le lien entre l'internet, le vrai, sur fibre, et les lignes ADSL. J'en suis à peine 300 Oh, mètres. ça va dépoter. Ma box fonce à plus de 25 mégabits par seconde, ce qui même encore aujourd'hui est une vitesse très, très appréciable. C'est à la même période qu'Intel reprend du poil de la bête avec les processeurs Core 2 Duo et je me laisse tenter par une mise à jour. Mon Pentium 4 d'alors chauffe beaucoup et il est déjà au maximum admissible en mémoire. J'ai besoin d'atteindre les 4 Go pour être confortable avec Photoshop avec lequel je fais régulièrement planter XP pour cause de manque de mémoire. Il faut dire que la taille des fichiers bruts de mon réflexe numérique est délirante, entre 10 et 15 mégaoctets. Ça vous fait rigoler, hein ? Mon téléphone d'aujourd'hui, là, il sort des JPEG de 45 Quoi ? mégas, c'est n'importe quoi. Mais pour faire quoi ? C'est comme ça, c'est pour prendre de la place. Non, mais je lui ai demandé de le prendre en pleine définition, donc... Pour rappel, mon premier PC avait 4 mégaoctets de mémoire, hein, c'est-à-dire qu'il n'aurait même pas pu afficher une seule image. Mais je suis dans une phase d'expérimentation et je commence à faire des vidéos en Full HD alors que les caméscopes Full HD n'existent pas. Et je voulais faire des tests à partir de photos, ce qui implique un nombre colossal de photographies. Quand je vous dis que j'ai une grappe de disques durs, je blague pas, j'ai une collection de boîtiers externes en aluminium et jusqu'à 8 disques supplémentaires à l'ordinateur. C'était mon kiff du moment, j'avais pas d'autre loisir que la photographie. J'installe Windows XP et, surprise, j'ai pas accès aux 4 Go installés sur la machine. Si le message du BIOS au démarrage m'indique bien que j'ai 4 Go, Windows XP, un OS 32 bits, ne gère que 3 Go et demi de cette mémoire. Désolé, monsieur. Hein. 4 Go, c'est exactement la quantité maximale de mémoire qu'un processeur 32 bits peut gérer. 2 puissance 32 font exactement 4 milliards 294 millions 967 296 octets. En fait, c'est pas que la mémoire n'est pas vue, c'est que le BIOS a besoin de cet espace en haut de la zone d'adressage pour pouvoir discuter avec les périphériques de la machine. Si on voulait utiliser pleinement les 4 Go de l'ordinateur, il fallait passer sur un système d'exploitation 64 bits comme Linux. Ouais. Je crois que c'est ce qui m'a poussé à utiliser Linux. Techniquement, même sous XP, normalement, tu peux utiliser plus, mais il faut activer PAE.
En fait, c'est des extensions. Ouais, alors. Mais bon, Puis c'est venu voilà, avec c'était pas forcément automatique à l'époque. Ouais. Donc voilà, moi je pense que c'est ce qui m'a poussé à utiliser Linux, pouvoir utiliser toute la mémoire disponible de mon PC. Mais comment allais-je pouvoir continuer à utiliser Photoshop alors ? Ah oui, il fallait le remplacer. Eh bien j'allais découvrir les joies de la virtualisation, du multicœur. Ah oui. Mais ceci est une autre chronique, on se retrouve bientôt. Ouais. Eh bien, merci Roudoudou pour ta chronique qui nous a replongé dans le passé. Le passé informatique qui était pas si loin finalement. Eh bien, nous allons écouter une petite chiptune qui suit le Gateway de Trauma, donc la deuxième musique avec un petit peu de gratte, hein, ça va vous plaire. Et on se retrouve pour l'agenda. À tout de suite. C'était bien. Ah ouais, elle est vraiment dans l'ambiance des années 90. Hein. Ouais, c'est cette espèce de Metal Fusion. Il y avait le groupe Sensor à l'époque qui faisait ce genre de musique. Mais là c'est un module, c'est de la démo. C'est trop chouette. C'était un XM d'ailleurs. Hein. XM, précisément. Alors pour nos auditeurs, il s'agissait de Gateways. La musique a illustré la démo Gateways de Trauma. Donc le musicien c'est Nitro au tracker et donc c'est une musique à illustrer une démo PC qui a gagné la première place en 98 à l'Assemblée. C'était une démo partie de dingue. Il y avait du monde à l'époque, c'était vraiment une référence d'ailleurs dans la démo scène. Il y avait à peu près 2000 personnes. Oui, c'était énorme. Et il se vantait d'avoir... Alors,
le plus grand écran d'Europe. Je ne sais pas si c'est vrai parce que je sais qu'au Futuroscope, ça bataillait aussi sur les tailles d'écran. Mais bon, ça devait être... Déjà, on se les comparait. Les big screen. Voilà. Mais bon. Je sais qu'à Arles, il y avait la Main qui avait aussi cette vocation d'avoir le plus grand écran de la Demos NB. C'était l'époque des grandeurs à l'époque. C'était sympa. Ok. Eh bien voilà, nous allons passer à l'agenda. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'on a ? Non, on a encore rien parce que vous voyez, c'est la fin de l'année. C'est Noël, tout ça. Ouais, c'est les fêtes. on vient de finir les fêtes de Noël. Là, on va fêter le réveillon. Voilà, donc, Et oui, même les geeks peuvent fêter les réveillons. Voilà. Mais on va trouver de quoi s'occuper. Oui, là, vous inquiétez pas, on va s'occuper. Mais avant, nous avons aussi du lien des liens. D'ailleurs, justement, tu vas pour nous s'occuper. occuper. Et oui. Donc, les vidéos des conférences avec un S du dernier Capitole du Libre sont arrivées. Voilà, donc on vous mettra bien entendu les liens sur underscore.radio.fm. Si Cécile peut arrêter de tripoter son micro. Ouais, elle fait du plaît. sabotage dès qu'on parle de Elle libre. sabote ma rubrique, c'est scandaleux. c'est pas possible. Non, mais je vous rassure, j'ai pas fait exprès. C'est ma main qui est passée à côté du micro. Ah là là, le cerveau ne sait pas ce que fait la main. Exact. Alors, Projet Libre, au pluriel, Vous pouvez parler, les gars. devient le podcast officiel de Linux FR avec un rapprochement des équipes, un nouvel habillage sonore par Captain. Voilà. Et de quoi jouer pendant les vacances et après. Bah oui, je vous l'ai dit. Hein. Donc Caravan Sandwich est un jeu vidéo inspiré des ZAD qui arrive à mêler critique du capitalisme et de la technologie. Oh, attention, c'est du lourd. L'entraide et l'inclusivité des gens sont omniprésentes et c'est sur Steam. Alors bon, le côté anticapitaliste sur Steam, bon, ok, mais ça a l'air sympa. Et sinon, alors ça va faire plaisir à Roudoudou, Retro Exo est une collection de 10 000 jeux DOS et Windows prêts à jouer en émulation, archivés un par un passionné, qui a aussi développé donc une bonne bidouille pour ne pas avoir à stocker l'OS à chaque fois, parce qu'en fait, quand tu as des jeux sous Windows XP ou Windows 98, machin et tout ça, si pour chaque jeu, il faut stocker tout le Windows, ça prend de la place. Alors c'est surtout qu'il a aussi fait une interface par-dessus qui permet de préconfigurer. Il y a un launcher et tout DOSBox, pour, etc. pour dire, Et je suis surpris que tu n'en aies pas parlé, mais il a aussi fait un projet sur la Démocène. Il y a un Exo Démocène. C'est une archive qui fait... c'est un torrent qui fait 10 gigaoctets. Je le partage sur ma fibre chez moi à fond. Allez-y, chopez-le. Et donc, tu nous mets, tu rajoutes voilà, et donc, c'est le même principe. C'est des DOSBox préconfigurés pour à peu près 2500 démos de la période MS-DOS. Et, la classe. Et il a pris les majeurs entre guillemets et il voit en ajouter là, comme ces projets DOS ça va jusqu'en 97 je crois ou 15 et il va ajouter les années au fur et à mesure et il fait un système aussi parce que ça on commence à arriver sur des centaines de gigaoctets et donc il fait des systèmes avec téléchargement à la demande, donc allez jeter un œil, ça évolue beaucoup et voilà. C'est chouette. Trop cool. Bien. Et un autre jeu avec une sortie prévue en 2026, Restory Chill Electronic Repairs, qui propose une simulation de réparation de vieux équipements, ça va du téléphone aux consoles. Donc c'est assez marrant quand on a la console comme ça, puis on doit démonter, on doit trouver la panne, on doit réparer. Donc voilà. Peut-être que ça donnera des vocations, peut-être de gens qui viendront aider au répare ton truc à Fabrico, je ne sais pas. Ça peut très bien déboucher sur ce genre d'initiative. Eh bien, merci MME pour ces chroniques qui nous ont permis de savoir comment nous allons occuper notre fin d'année. Mais avant de terminer l'émission, frottons cette boule astrologique. Rolliste. Allez, on lance la 3D pour savoir quel perso on joue. Sysadmin crée un outil d'interconnexion de base de données qui gère toute la plomberie entre les applis. L'appelé MarioDB avec un scripting en Lua, ça fera Lua J. Old school. 4 gigas, mais c'est beaucoup trop. 640 kilos devrait être suffisant pour tout le monde. Bah oui. Typographe, mon imprimante d'encre a giclé de partout, en tout bien, tout honneur. Électronicien. Laissez-moi chanter. Non, c'est du Lalida. Pardon, Laissez-moi chanter. Laissez-moi. Laissez-moi chanter mes oreilles courant simplement. J'étais parti sur Émile et Images là. Ah oui, on pourra la faire à l'occasion. Ouais. Eh bien. Ouais, j'ai un petit
en parlant de Dalida, pendant cette chanson-là, il y a eu donc elle dansait en même temps, hein, et elle avait des souliers à haut talon. Et pendant l'enregistrement, on entendait ces talons, quoi. Ouais. Elle a dû refaire ça plusieurs fois parce que. Oups. Ah oui. Procrastinateur. J'ai trop remis à plus tard. Il me manque un astrologique. Ah bah mince voilà. alors. Bah tant pis, de toute façon c'est la fin de l'émission là. Ouais, c'est trop en plus tard, c'est hein. la fin de l'année et tout. Ah, en plus, voilà. Bon réveillon à tous. Mais oui, amis auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission et de cette année complète de Underscore. Eh bien, l'émission est enregistrée dans le studio de Radio Méga et on se retrouve l'année prochaine. Oui. Et oui, l'année prochaine ou dans 5 minutes pour la prochaine? Ah, ça dépend dans quelle temporalité nous sommes. En tout cas, Il y en a qui binge écoutent. va savoir s'il y a des gens qui rattrapent les épisodes C'est parce ça, qu'ils ouais. en ont manqué, ils n'hésitent pas à réécouter tout ça sur notre podcast. J'espère, ouais. Eh bien voilà. Eh bien la semaine prochaine ou l'année prochaine, on se retrouve à la même heure. Et d'ici là, finissez bien l'année. Salut. Ciao, Bon ciao. réveillon. Bye bye. Bye bye. Bonjour Viviane, bonjour Lulu, bonjour Nathalie, bonjour Flo. Hello.